Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Vous commencez à en avoir l'habitude. Nous sommes le 14 avril 2023, il est 10h en France et 17h au Japon. Et nous sommes ensemble, comme chaque vendredi 10h midi, pour un nouvel épisode de Soft Power, la matinale pop culture hebdomadaire engagée dans laquelle on fait un point critique sur l'actualité pop culture de la semaine passée. Le tout nappé, et cette semaine, normalement, ça devrait marcher nickel, de musique d'animé dont les références sont affichées sur les overlays pour la vidéo, histoire de découvrir encore et toujours un peu plus des artistes souvent bien méconnus du grand public. Alors, cette semaine, comme je le disais avant le live, c'est la 10e de Soft Power, ce qui en fait instantanément une émission de très grande classe. Et cette semaine, j'ai pas mal de choses à vous dire. Aujourd'hui, on va parler entre autres de la convention Star Wars Celebration qui a eu lieu la semaine dernière et qui a fait le point sur la franchise, l'avenir de la franchise Star Wars chez Disney, et on se demandera si la force est toujours de leur côté. On parlera jeux vidéo avec la bande-annonce toute fraîche du très attendu Zelda Tears of the Kingdom qui va nous permettre de parler de toute autre chose, vous verrez. On parlera, puisque c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel rendra son avis sur la constitutionnalité de la réforme des retraites, du concert Brave qui a eu lieu la semaine dernière en soutien aux manifestants, mais on parlera aussi de musique lo-fi avec la disparition de la célèbre Lo-Fi Girl cette semaine. On parlera du rapport des Français à la lecture avec une nouvelle étude du Centre national du livre. On parlera de la plateforme de streaming Kick et d'autres choses encore. Mais puisque c'est en train de devenir une routine que de commencer l'émission à coups de fouet en diffusant des bandes annonces, je vous propose cette semaine de commencer par celui dont on pensait pourtant que la place était dans un musée. Je pars à la retraite. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? On ne bouge pas, faut qu'on sorte d'ici. Stop! Désolé. Le professeur Jones. Trouvez-le. Hitler a commis des erreurs et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite. Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. Attachez-vous, professeur. Nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. Indy! Je ne l'embarmer, Indiana Jones! Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris 9 balles. Donc une fois par ton père. Je suis désolé. Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. Enfin, après des années de rumeurs, d'affirmations, de confirmations, de changements d'équipe et de teasers pas toujours gracieux, vendredi dernier est enfin tombée la première vraie bande-annonce du nouveau film Indiana Jones, le 5e épisode de la célèbre saga créée par George Lucas et Steven Spielberg, mettant en scène l'archéologue et aventurier que vous connaissez, du même nom, incarné par Harrison Ford. Le film s'intitule cette fois-ci Indiana Jones et le cadran de la destinée,
enregistré. Il est réalisé par James Mangold, qui succédera donc à Steven Spielberg à la mise en scène de ce 5e film. James Mangold, alors dont il faut rapidement, apparemment en tout cas, rappeler très très vite à chaque fois qu'on en parle qu'il a réalisé l'excellent Logan et l'assez chouette Le Mans 66, c'est ça. Très vite pour faire oublier le fait qu'il avait réalisé aussi le catastrophique Wolverine, le combat de l'immortel, ou l'ennuyeux comme la pluie Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Night qui s'écrit N-I-G-H-T dans le titre français et K-N-I-G-H-T dans le titre anglais. Jamais compris pourquoi ils avaient changé de mot. Ça, c'est pour l'anecdote qui sert à rien. Côté synopsis pour cet Indiana Jones donc. Alors, on ne connaît pas encore vraiment en détail le point de départ de ce nouveau film, mais on sait qu'il se déroulera notamment pendant la période de la course à l'espace, cette fameuse compétition que se sont livrées les États-Unis et l'Union soviétique dans le domaine astronautique entre 1957 et 1975, et qu'Indy s'opposera cette fois à la nomination par le gouvernement américain d'anciens nazis pour l'aider dans sa compétition, comme dans la vraie vie. Dans sa quête, qu'on imagine être un voyage pour l'acquisition de ce fameux cadran de la destinée dont on ne sait pas encore grand-chose, Indiana Jones sera encore une fois interprété par Harrison Ford du haut de ses 80 ans. Il sera accompagné cette fois-ci par sa filleule Helena, interprétée par Phoebe Waller-Bridge, qu'on avait pu découvrir à l'écriture ou à l'interprétation des séries Crashing, Fleabag ou encore Killing Eve. Et il sera en proie à un ennemi redoutable, interprété par Mads Mikkelsen, qui interprétera quant à lui Jürgen Voller, un membre de la NASA et ex-nazi, pas facile à dire, impliqué dans le programme d'alunissage. Pour le reste du casting, comme vous avez pu le voir dans la bonne annonce, on retrouvera Antonio Banderas, on retrouvera John Rhys Davies qui reprend son rôle de Salah, le vieil ami d'Indy qui l'avait notamment aidé à retrouver l'Arche d'Alliance et le Saint Graal dans les épisodes précédents. Et côté musique, toujours, la petite marotte de l'émission, parce qu'il faut quand même le souligner, on retrouvera John Williams à la barre, puisqu'on a appris en février que le compositeur avait terminé l'enregistrement de la bande originale du film, pour laquelle il a composé plus d'1h30, et après ça, la retraite, nous disait-il, avant de se rétracter 2 semaines après pour dire non mais alors en fait si on me présente un autre projet artistique intéressant, intellectuellement stimulant, je dirais pas non. Alors comprenez intellectuellement stimulant, stimulé par le nombre de chiffres sur un papier, mais on a du John Williams pour ce 5e film, on va pas s'en plaindre. Production de ce 5e film d'une des franchises majeures de la pop culture, qui a été une aventure complexe, difficile, aussi difficile que l'acquisition des 5 pierres de Sankara dans le 2e film. Si je vous dis ça, c'est que ça traîne depuis très longtemps, puisque dès 1979, George Lucas et Steven Spielberg avaient signé un accord avec la Paramount pour 5 films Indiana Jones. En octobre 2012, on en avait déjà parlé dans les précédentes soft power, Disney acquiert Lucasfilm, qui lui permet d'avoir les droits de propriété sur la propriété intellectuelle d'Indiana Jones, et acquiert 1 an plus tard les droits de distribution et de commercialisation des futurs films à la Paramount. Et petit à petit, sous l'égide de Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm et une des productrices les plus importantes de l'histoire du cinéma américain, le projet va arriver à terme non sans heurts. Spielberg, un temps affilié à la réalisation, cède sa place à James Mangold, comme je le disais en introduction. George Lucas, qu'on soulignait comme absolument essentiel à tout projet Indiana Jones et dont on ne pourrait pas se passer, eh bien on s'en passe finalement très bien, il a été très vite poussé dehors, comme tous les scénaristes par ailleurs, qui sont succédés les uns après les autres sur le projet, repoussant sans cesse la date d'un tournage éventuel, ce qui est en général très mauvais signe pour ce type de projet, jusqu'en 2021 où enfin le projet Indiana Jones 5 s'est concrétisé et a vu son tournage démarrer au Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni ? Pour des raisons fiscales, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines dans Soft Power. Bien sûr, les enjeux pour Disney sont de taille, des enjeux économiques, puisqu'il s'agit toujours d'exploiter le rachat de Lucasfilm en 2012, mais aussi de rentabiliser. Le budget d'un film estimé à plus de 200 millions de dollars, hors frais marketing et de promotion. Des enjeux de relance de franchise, puisqu'on comprend bien en creux la volonté de relancer la franchise Indiana Jones au cinéma, et plus encore, puisqu'on selon Variety, le magazine Variety, Lucasfilm est déjà en pré-production d'une série pour la plateforme de streaming de Disney, dont on ne sait encore rien, si ce n'est qu'elle se passera dans l'univers d'Indiana Jones. Un enjeu de puissance, un enjeu de soft power pour Disney, qui observe depuis quelques mois un déclin assez important des entrées, un déclin critique et donc un déclin d'aura de ses productions Marvel, mais aussi de sa franchise Star Wars, a fortiori que le studio va fêter son centenaire cette année. Un enjeu artistique,
qu'est-ce qu'on fait de Indiana Jones en 2023 après la déception critique et publique causée par le 4e volet bien nul, il ne faut pas se le cacher, sorti en 2008, dans lequel on avait déjà essayé d'ouvrir vers l'avenir avec un nouvel acteur principal. Et enfin, j'aimerais qu'on en parle un petit peu maintenant, un enjeu technologique. Si vous avez été sensible à la bande-annonce, vous aurez remarqué que celle-ci a fortement mis en avant une technologie très poussée ces dernières années par les studios Disney, la technologie du de-aging, le dévieillissement. Le de-aging, c'est une technologie utilisée pour rajeunir un acteur par traitement numérique. En gros, les acteurs sont filmés avec des minuscules capteurs, des marqueurs attachés à leur visage pour synchroniser les mouvements d'un sujet 3D avec les mouvements de la tête de l'acteur, dont les studios de post-production éditent une image numérique et appliquent des superpositions pour parfaire le tout. Fini les cheveux longs de Christian Bale dans Batman Begins pour montrer sa jeunesse, ou les prothèses un petit peu louches de Joseph Gordon-Levitt pour qu'il ressemble à Bruce Willis dans Looper. Il faut désormais de-ager, et cela en combo si possible, avec une doublure qui va produire, ou plutôt de reproduire les mouvements de l'acteur d'origine à son jeune âge, dans le même décor et avec le même éclairage, parce que si vous le faites pas, ça donne The Irishman de Martin Scorsese sur Netflix, où Robert De Niro a le visage de ses 40 ans et la démarche de ses 70, et c'est pas incroyable pour l'immersion. Le de-aging, donc, c'est une technique très à la mode, notamment depuis sa première mise en œuvre spectaculaire pour le film X-Men, l'affrontement final, spectaculaire dans ses balbutiements et dans sa mocheté, pour rajeunir Patrick Stewart et Ian McKellen à l'écran. Of your kind, young lady. We're mutants, Jean. We are like you. Really? I doubt that. Oh, Charles. I like this one. Et depuis, le de-aging est partout, et quand je dis partout, c'est partout. Pour Matt Panucci, le directeur des effets visuels de ce nouvel Indiana Jones, ce serait déjà 80% de la production d'Hollywood qui emploierait le de-aging pour du maquillage numérique, histoire de peaufiner le visage des acteurs et des actrices en post-production et procéder à des petits correctifs souvent invisibles aux yeux du grand public. Alors, peut-être un petit peu marseillais, le Matt Panucci, mais qu'importe, puisque la réalité, c'est que là où les promesses du de-aging pour les grands studios sont importantes, c'est lorsque, comme pour ce X-Men, le dévieillissement permet de rajeunir un acteur ou une actrice d'une vingtaine d'années, voire d'encore plus. Et si c'était vraiment très laid il y a quelques années, il faut bien reconnaître que la technologie est depuis allée en s'améliorant, comme en témoigne le rajeunissement loin d'être dégueu de Samuel L. Jackson dans Captain Marvel, un film Disney. Tiens. We have a couple of de-aging moments. This one has been one of the biggest undertakings for de-aging that we've done. Did you see her weapon? I did not. We have Coulson, which is 10 years, but for Sam, we did more like almost 25 years, 30 years. Excuse me, miss. Sam hasn't changed much, and yet you can see he has. I'm here to talk to you about. Il faut le dire, sur le papier, dans l'abstraction, le de-aging, ça a l'air super. En augmentant le réalisme d'une œuvre, ça permet de remplacer progressivement, alors très progressivement, parce que ça coûte encore immensément cher, les méthodes traditionnelles de maquillage, de prothèse, en créant des effets qui devraient être de plus en plus indiscernables. Le de-aging libère aussi sur le papier les cinéastes du vieillissement de leurs acteurs, leur permet de créer des personnages de tout âge, de jouer sur des nouvelles narrations du vieillissement, comme dans L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, et il permet aussi aux acteurs et aux actrices d'augmenter leurs opportunités de jouer des rôles plus variés et potentiellement plus intéressants. Il permet aussi, il faut le souligner, il me semble, de favoriser une forme de continuité et de cohérence de personnages dans les films, sans avoir à planifier pour des tournages impossibles pour la majorité des productions, comme Avatar 2, 3 et une partie d'Avatar 4 qui ont été tournés en même temps pour respecter la continuité physique des comédiens et des comédiennes, et complété par des technologies de deepfake. Il est assez facile d'imaginer le potentiel délirant, par exemple, pour des films biographiques ultra réalistes dans les années à venir, avec un renforcement de l'immersion sans précédent. Sauf que tout ça,
Sauf que tout ça, c'est dans l'absolu. À côté, on a un truc qui s'appelle le réel. Et le simple fait que Disney soit aujourd'hui quasiment la figure de proue de cette nouvelle technologie devrait en soi, au minimum, provoquer des questions, au mieux des inquiétudes. Évidemment, on comprend très vite l'intérêt de la technologie du de-aging dans une industrie cinématographique du blockbuster AAA qui bégait depuis des années et qui est en train de se structurer autour de la nostalgie de nos enfances. Vous voulez revoir Luke Skywalker, vous voulez revoir Indiana Jones, vous voulez revoir telle ou telle actrice telle qu'elle était à l'époque. Maintenant, on peut le faire et qu'importe les problèmes d'homogénéisation du cinéma, d'originalité, de créativité, de dénaturation et du lien entre la réalité et le temps au profit de l'illusion numérique. Mais le de-aging, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce n'est pas que ça. Comme toutes les technologies qui ont été très vite appropriées et pour lesquelles on réfléchit après, faites le parallèle que vous voulez avec le boom des intelligences artificielles génératives qu'on est en train de vivre. Le de-aging pose tout un tas de questions, de problématiques, de problèmes éthiques, artistiques, économiques et sociaux dans la droite lignée de la technologie deepfake avec laquelle il est si souvent lié. Et ces problématiques touchent tout un tas de domaines. On peut penser à l'embauche des nouveaux comédiens, puisque le de-aging va pousser à centraliser les productions cinématographiques autour des grands noms du cinéma, et ce désormais quel que soit leur âge, voire même après leur décès, pourquoi pas. On peut penser aussi aux conséquences que ça peut avoir quant à la diversité et à la représentation des différentes générations et des cultures à l'écran. On peut penser, et c'est un des problèmes majeurs, il me semble, aux conséquences dramatiques que la technologie peut avoir sur la marchandisation des visages et du corps des acteurs et des actrices, devenant alors des produits numériques exploitables à volonté, le tout impliquant une standardisation des traits, des expressions des comédiens qui vont perdre en singularité et en authenticité, évidemment. On peut aussi d'ailleurs penser à ce titre aux nombreux problèmes éthiques et juridiques quant aux questions de la propriété et du contrôle de l'image des acteurs, notamment à la question du consentement de ceux-ci, question qui s'était posée il y a quelques années, assez récemment de mémoire, il y a 1 ou 2 ans peut-être, au sujet de la diffusion d'une publicité russe où Bruce Willis apparaissait rajeuni d'une vingtaine d'années et parlant couramment le russe. Создал бесплатный семейный тариф, потому что ты привязан к работе. Спецносок. Пап, привет, есть минута? Есть, но не больше. У меня тест по географии. Какая самая глубокая река Америки? Миссисипи. Bruce Willis, comme vous le savez peut-être, atteint d'une grave maladie dégénérative. Était-il pleinement Bruce Willis ayant simplement autorisé l'utilisation de son image? Ça, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et puis, ça pose tout un tas d'autres problèmes aussi, sans parler des réflexions à avoir sur la représentation, de l'acceptation, du vieillissement, de la banalisation de la mort, voire de son instrumentalisation. Bref, tout un tas de questions qu'il aurait fallu collectivement penser avant et qu'on pourra au pire se poser maintenant. En tout cas, qu'on pourrait se poser maintenant, si on avait un contrôle collectif sur la production de ce type de technologie. Mais on pourra sans doute, comme d'habitude, que se les poser après. Et quand on y réfléchit bien, peut-être que la place d'Indiana Jones était bien dans un musée. Indiana Jones, les gens et le cadran de la destinée, ce sera le 28 juin dans les salles françaises. Et puisqu'on parlait justement à l'instant d'un projet qui a mis des années avant de voir le jour, je vous propose de partir pour des contrées éloignées pour découvrir un autre projet qui lui aussi a mis 6 ans pour voir le jour. Zelda. Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Je pense pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît.
soit témoin de l'avènement de son monde. Allez, Link, on y va! Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Link. Tu es notre dernier espoir. La bande-annonce finale du jeu Legend of Zelda Tears of the Kingdom a été dévoilée hier soir par Eiji Aonuma, le producteur du jeu. Des extraits qui ont à peu près mis tout le monde d'accord. Il faut dire que cette bande-annonce bien montée, assez riche en informations, est vraiment ultra bien mise en musique. Nous en montre un peu plus sur l'un des jeux les plus attendus de l'année 2023. Après des mois et des mois où seuls quelques artworks et mini-teasers faisaient office de quelques bribes d'informations jetées à ça et là aux fans les plus affamés, moi le premier. Et dire que le jeu est très attendu relève de l'euphémisme coupable. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui avait et qui a durablement marqué l'industrie du jeu vidéo par sa conception du monde ouvert à rebours de celle alors en vogue dans les énormes productions vidéoludiques. Sorti en 2017 sur Nintendo Switch et Wii U, Breath of the Wild avait largement été acclamé par la critique et par le public, et le jeu avait enquillé de nombreux prix, dont celui du jeu de l'année aux Game Awards. Et non content de son succès critique et public, le jeu s'était également vendu à 30 millions d'exemplaires, une paille, juste l'équivalent en vente de la totalité des Zelda réunis. C'est dire si le poids qui pèse sur la suite de Breath of the Wild est important, a fortiori que ce nouvel épisode, Tears of the Kingdom, devra malgré tout faire ses preuves. D'abord parce que c'est une suite directe à Breath of the Wild, ce qui a été assez peu le cas par le passé dans l'univers de Zelda, et qui a fait naître chez beaucoup de fans la crainte d'un jeu ressemblant peut-être un petit peu trop au premier, une sorte de Breath of the Wild 2.0 ou d'un simple DLC, d'une simple upgrade du premier jeu. Et ensuite, parce qu'on est tous et toutes là curieux du jeu vidéo à se demander s'il est simplement possible de passer après Breath of the Wild, tant celui-ci a été important pour la franchise Zelda et pour l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Et il faut reconnaître que cette bande-annonce qui a été diffusée hier a été en bien des points très rassurante. On y voit des tonnes de nouveaux décors, des tonnes de nouveaux personnages, des mécaniques de gameplay, des choses à l'écran toutes plus louches les unes que les autres qui ne demandent qu'à être essayées et qui font dire quand même que Nintendo avait encore des choses à raconter dans l'univers de Breath of the Wild sans que ce soit une simple redite du premier. Mais ça, certains fans le savaient déjà, parce que depuis un petit moment, le contenu de l'artbook de la version collector du jeu, un livre qui contient plus de 200 pages d'illustrations et de croquis des personnages, des lieux, des ennemis et des objets du jeu, avait fuité sur la toile en février. Et grâce à ça, tout le monde se faisait le plaisir d'en découvrir un petit peu plus sur le jeu, notamment sur le serveur Discord à l'origine de la fuite. Et puis, Nintendo est arrivé. Ce qui est toujours le début d'une très très mauvaise nouvelle pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'éditeur, le petit artisan du jeu japonais. Nintendo débarque le 21 février dernier, quelques jours après la fuite. Il tamponne Discord avec un avis en violation du droit d'auteur et s'attaque directement au salon Tears of the Kingdom, le serveur Discord officiel, puisque c'est ainsi qu'il est nommé. Avec un nom pareil, vous cherchez déjà un petit peu les ennuis, évidemment. Discord répond quelques minutes après et annonce que le contenu va être supprimé rapidement, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Nintendo répond dans la foulée en disant non, je crois pas. D'abord, c'est maintenant que vous allez le supprimer. Puis d'ailleurs, vous me supprimerez le officiel dans le nom du salon. Là, c'est quoi ça? On n'est pas à Hyrule ici. Bon, je vous dis ça, c'est pas exactement ce qui était écrit dans les documents envoyés à Discord, mais ça ressemble peu ou prou à ça. Discord s'est tranquillement exécuté et puis plus trop de news. Jusqu'à la semaine dernière, évidemment, où on a appris que Nintendo of America en remettait une couche en déposant une demande d'assignation pour violation du droit d'auteur, en demandant cette fois à Discord de dévoiler l'identité et toutes les coordonnées de l'utilisateur identifié à l'origine de la fraude. Alors identifié assez facilement, semble-t-il, puisque sur le salon Discord où s'échangeaient illégalement entre autres ces fichiers, ceux qui fournissaient les documents illégaux sous format PDF se voyaient attribuer un rôle, c'est pas une blague, un statut pirate des PDF.
Là, à part mettre des flèches lumineuses qui pointent sur vos têtes, je vois pas trop ce que vous pouvez faire de plus. Une affaire qui est pas sans rappeler celle très similaire des leaks d'Ubatcha, un des célèbres leakers du jeu Genshin Impact, qui avait dû stopper ses activités et fuir le plus loin possible après avoir été poursuivi par Cognosphere, l'éditeur du jeu Genshin Impact, qui tannait justement Discord pour que l'application révèle l'identité du leaker. Nintendo, décidément très très chaud pour la sortie du jeu, puisqu'en terminant de préparer cette news ce matin, je suis tombé sur une autre news qui date de cette semaine, qui révélait qu'un employé de la chaîne GameStop avait été licencié après avoir révélé sur Reddit l'existence d'une édition spéciale de la Switch aux couleurs de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un licenciement complètement claqué sur le champ, sans possibilité de faire appel ou de négocier, sans explication claire sur les raisons dont on imagine qu'elles sont liées à des pressions en interne chez Nintendo. Est-ce que ça vaut le coup de tenter les prud'hommes ? Peut-être, potentiellement. Mais ce qui est sûr, c'est que la tension est élevée à quelques semaines de la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, et ce, dans tous les sens possibles, puisque dans le jeu, on pourra aussi se balader dans les airs cette fois-ci. Bref, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est le 12 mai 2023, à presque un mois, sur Nintendo Switch, et moi, j'en peux plus d'attendre. Les gens, je vous propose d'enchaîner la news suivante. Je vous propose de rester au contact justement de ces histoires de fuite de données pour que nous parlions un petit peu de l'affaire du Pentagone. On refuse pour l'heure d'authentifier les documents qui ont fuité. Mais devant les journalistes, le porte-parole de la sécurité nationale peine à cacher son embarras. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la véracité de ces documents à ce stade. Nous étudions la question, le département de la Défense mène l'enquête pour étudier la question. Nous ne savons pas qui est derrière cela, ni le motif, et nous ne savons pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Cette semaine, il était impossible de passer à côté de l'affaire de la fuite des documents militaires du Pentagone, présentée comme une des fuites massives les plus importantes de la décennie et la pire violation de la sécurité nationale de Washington depuis de nombreuses années. Des documents qui révèlent notamment des informations sensibles sur la guerre en Ukraine, sur l'espionnage des alliés des États-Unis et sur les capacités militaires américaines. On y trouve des évaluations de la situation sur le terrain, des rapports sur les pertes humaines et matérielles des deux camps, des détails sur l'aide militaire fournie par les États-Unis et leurs alliés à l'Ukraine, ainsi que des informations sur les défenses antiaériennes ukrainiennes cruciales pour contrer les frappes russes. Certains documents semblent aussi indiquer que les États-Unis espionnent certains de leurs alliés, comme Israël ou le Royaume-Uni, l'un d'eux mentionnant carrément que des dirigeants du Mossad, le service de renseignement israélien, auraient défendu les manifestations contre la très controversée réforme du système judiciaire en Israël. Bref, c'est tout ça qui se joue. Dimanche dernier, comme vous avez pu l'entrepercevoir dans la vidéo, le Pentagone avait indiqué travailler à évaluer la validité des documents photographiés, mais a quand même fini par reconnaître qu'il semble bien contenir des informations sensibles et hautement classifiées. Pour répondre, le ministère de la Justice a ouvert une enquête pénale, tandis que le ministère de la Défense, lui, a pour mission d'évaluer les conséquences éventuelles de la sécurité sur la sécurité nationale américaine. Lundi dernier, le porte-parole du ministère américain de la Défense, Chris Mieger, a pris la parole pour souligner que ces documents font porter un risque très grave à la sécurité nationale et peuvent potentiellement alimenter la désinformation en temps de guerre, a fortiori qu'au moins un des documents semblerait avoir été altéré pour laisser croire que l'Ukraine avait subi des pertes plus importantes que la Russie, quand le supposé document original disait l'inverse. Situation d'autant plus catastrophique que certains analystes suggèrent que les fuites de plus de 100 documents de défense américaine hautement classifiés pourraient être la pointe émergée de l'iceberg, avertissant que les États-Unis pourraient s'attendre à plus de dommages à leur réputation et à leurs relations avec leurs alliés, en tout cas plus que c'est le cas actuellement. Mais Lex, pourquoi tu nous parles de politique pourquoi ça parle autant de politique dans Soft Power, blablabla, la pop culture elle est où? Je veux que tu nous parles de Keanu Reeves. Eh bien justement, j'y viens. Alors, à la suite de la news, pas à Keanu Reeves. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire, c'est l'origine des sources. Puisque ces documents ont été diffusés, et ça va vous rappeler justement la news précédente sur Zelda, sur divers réseaux sociaux et autres plateformes, dont Twitter, dont Instagram, dont 4chan, évidemment, on est habitué, mais surtout, les documents avaient été fuités en premier lieu sur Discord, a indiqué le média en ligne d'investigation Bellingcat, qui a également rapporté que certains documents auraient carrément été en ligne dès janvier 2023. Plus d'un mois avant la publication des documents sur les habituels Telegram et 4chan, 10 documents avaient été publiés sur un serveur Discord Minecraft, appelé Minecraft Earthmap, après une petite engueulade avec un autre utilisateur à propos de Minecraft Maps et de la guerre en Ukraine, parce que ça arrive
arrive, parce que le lien est évident, j'imagine, un des utilisateurs du salon a joint à son argumentaire 10 documents sur l'Ukraine, dont certains portaient les marques top secret, et c'est le début de la fuite que vous connaissez. Mais ce qu'on apprend avec l'enquête du journal d'investigation Bellingcat, c'est que cet utilisateur avait lui-même trouvé les documents autre part, sur un autre serveur Discord appelé WoMao, géré par et pour les fans du youtubeur philippin WoMao, une chaîne d'humour absurde. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on tient le bout de la chaîne? Eh bien non, toujours pas. Selon Bellingcat, les documents trouveraient leur source sur un autre service Discord, depuis supprimé, souvent appelé Sugshaker Central, un serveur dont le nom changeait fréquemment et où on parlait beaucoup de sa passion pour les jeux vidéo, pour la musique, pour le christianisme orthodoxe, pour les vannes racistes, et puis pour les propos ultra-conservateurs, et aussi pour parler du youtubeur Oxide, spécialisé dans les vidéos sur les armes, sur les munitions, sur les équipements militaires, et aussi sur les jeux vidéo. Et c'est sur ce serveur, a-t-on appris hier, que traînait un jeune homme d'une vingtaine d'années, employé d'une base militaire, amateur de jeux vidéo, baptisé Oji, qui aurait entretenu pendant des mois une relation de gourou avec les membres du Discord et qui partageait de nombreux documents militaires confidentiels. À l'heure où j'ai préparé cette news, on ne sait pas encore si les services américains ont mis la main sur Oji, dont ils ont maintenant le nom et le lieu de travail, mais j'imagine que ce n'est plus qu'une question de temps. Bref, un vrai terrier du lapin blanc qui m'a instantanément rappelé l'histoire de War Thunder. War Thunder, c'est un jeu multiplateforme qui permet de contrôler un véhicule militaire dans des batailles avec d'autres joueurs en ligne et dont la communauté de 70 millions de joueurs dans le monde a souvent été la source de publication de documents classifiés sur la capacité d'équipement militaire réel afin de pousser les développeurs à améliorer la version numérique du véhicule, j'imagine. Les gars, ils avaient clairement pas le temps de faire des schémas. Par exemple, la vitesse de rotation de la tourelle du char Leclerc, dont les détails de conception avaient fuité en octobre 2021, des détails sur des structures de blindage comme en juillet 2021, ou encore des détails sur des avions de combat comme en janvier de cette année. C'est pas fini. Et c'est justement parce qu'elles savent depuis des années que les communautés gaming, a fortiori celles autour des jeux militaires, peuvent parfois être un terreau fertile à ce type d'aspiration, par le nombre qui les compose, par leurs habitudes de communication, mais aussi par leur sociologie, que bon nombre d'agences de renseignement allouent une partie de leurs moyens à la surveillance de certaines communautés de joueurs. En 2013, les documents révélés par Edward Snowden nous apprenaient notamment que la NSA surveillait activement les conversations vocales sur le Xbox Live, la plateforme en ligne gaming de Microsoft, et avait même déployé des agents réels dans le monde de World of Warcraft. Un document écrit en 2008 et intitulé Exploiting Terrorist Use of Game and Virtual Environment, avec une prononciation anglaise incroyable, avait même averti qu'il était risqué de laisser certaines communautés de gamers sous-surveillées. On peut tout justifier au principe de la surveillance, les décrivant comme un réseau de communication riche en cibles. Et écoutez ça, moi ça me fait rire tellement c'est absurde, on a appris pendant ces années-là l'existence de notes en interne envoyées à tous ces services de renseignement qui se retrouvaient sur les plateformes de jeux pour les prévenir de faire attention à ne pas s'espionner entre eux tellement ils étaient nombreux. Oui. Bref, une affaire de fou, mais peut-être pas si rare que ça, dont les répercussions devraient largement s'étendre sur les prochaines semaines, sur les prochains mois et probablement sur les prochaines années. Et puisque les gens, nous sommes dans le politique, je vous propose de rester un petit peu dans le politique, histoire de garder la bonne ambiance, type la retraite, on s'en fout, on veut pas bosser du tout, puisque la semaine dernière, pour participer à la lutte contre la réforme des retraites, une cinquantaine de rappeurs, dont Attic Sniper, Medine ou encore Souffrance, ont organisé un concert dimanche dernier au Dog Bay à Pantin. L'objectif affiché, soutenir les grévistes en reversant 50% de la billetterie à la caisse de solidarité, première caisse de grève en France, vous le savez. Une initiative signée Gueno Fiasco, un régisseur et membre du collectif hip-hop La Familiale, habitué déjà à la fourniture de camions sonorisés pour les mouvements sociaux, qui en l'espace d'une seule semaine aura réussi à concrétiser le projet. Le 28 mars, il lance son idée sur les réseaux sociaux et reçoit plus de 150 propositions d'artistes rap. Et en quelques jours seulement, la date du concert est fixée, le lieu
trouver les supports de communication créés et la programmation annoncée. Rapidement, il se fait rejoindre par Attic, par Souffrance, par Medine, par Sniper, etc. pour les têtes d'affiche. Attic qui s'est d'ailleurs empressé de refuser son cachet pour sa participation afin de tout donner aux grévistes. C'est ma manière de participer car j'ai pas toujours la possibilité d'aller en manifestation, disait-il. Attic qui a été rapidement suivi par d'autres participants, amenant la quasi-totalité des gains à être finalement reversés à la caisse de solidarité. Le concert a été baptisé Brave. Il a eu lieu le 9 avril dernier de 14h à 1h du matin et évidemment affiché complet en seulement 3 jours malgré le week-end de Pâques. Ce dimanche, nous voulons donner de la force aux braves, être solidaires de celles et ceux qui luttent avec le soutien de nombreux artistes qui s'engagent pour la cause, donner de la force avec nos moyens, la musique, le hip-hop et la solidarité, avaient balancé les organisateurs de Braves. Un concert ayant pour objectif avoué d'offrir aussi un cadre militant à tout un public rap des quartiers qui ne se rend pas forcément en manif. Et en ce sens, un concert beaucoup plus important qu'il n'y paraît. D'abord parce que l'objectif est évidemment politique, artistique et politique, objectif qui ne s'arrête pas d'ailleurs au financement des caisses de solidarité, comme le soulignent les organisateurs, je cite, avec ce show, on offre un outil complémentaire de mobilisation. L'idée, c'est de proposer à celles et ceux qui ne peuvent pas ou qui ont peur d'aller en manifestation un cadre festif et musical pour soutenir les grévistes et faire la démonstration que la scène hip-hop a des choses à dire sur cette réforme. Une idée qui a tout de suite séduit Brave, le protégé du rappeur Medine, je cite, c'était une évidence pour moi de participer car je considère que c'est le devoir d'un artiste de perturber l'ordinaire, sinon on ne serait que des influenceurs. Une belle citation qui doit faire écho à beaucoup de choses que vous avez pu voir ces dernières semaines. Même son de cloche chez Jadomado. Face à cette réforme injuste, je comprends le mécontentement des travailleurs. Participer à cet événement est un bon moyen d'amplifier leur voix. Une stratégie assez fine pour créer un mouvement d'amour contestataire à défaut d'être révolutionnaire, ce qui est déjà brillant en soi. Mais ce concert est d'autant plus important, il me semble que ça faisait un moment que les rappeurs français ne s'étaient pas aussi fortement mobilisés ensemble en dehors du cadre des violences policières et des causes humanitaires. Un engagement renforcé qui renoue avec leur engagement politique et social des années 90 et du début des années 2000, avec les nombreux soutiens qui avaient été donnés aux manifestations contre le Front National en 2002. Bien sûr, on peut aussi se souvenir entre-temps de nombreux textes du hip-hop citoyen de Princesse Agnès de 2006, du sacrifice de poulet de Ministère Amer de 11 minutes 30 ou du très 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 tiédasse pour les plus récents Odeur de l'essence d'Orelsan, le tout ponctué des associations soutenues par Kerry James et des apparitions de Nekfeu à Nuit debout ou aux manifestations des Gilets jaunes. Mais ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à une telle ampleur et une telle cohésion empirique. Et rien que pour ça, ce concert Brave était un vrai bol d'air frais. En attendant impatiemment une deuxième édition, histoire de continuer la lutte aussi en musique, Brave, première édition, c'était dimanche dernier et c'était une dinguerie. On continue un petit peu les news et si dimanche dernier on pouvait voir des dingueries au Dog Bay à Pantin, je vous propose de découvrir celles qu'on peut voir aussi sur la plateforme de streaming Kick.com. Alors faisons un petit retour sur Kick, la plateforme de streaming lancée en décembre de l'année dernière pour concurrencer Twitch. Vous allez voir, c'est pas triste. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il nous faut recharger notre convecteur spatio-temporel, prendre la DeLorean et revenir à l'année dernière au mois d'octobre. Octobre 2022, Twitch, la plateforme de streaming en ligne sur laquelle vous êtes actuellement, sauf si vous écoutez l'émission en format podcast. Dans quel cas, n'oubliez pas de laisser une petite évaluation, ça fait plaisir. Twitch qui met à jour ses règles communautaires pour interdire les streams de jeux d'argent non autorisés.
Il était temps. Une décision qui fait notamment suite à la montée en popularité de ce type de contenu sur la plateforme, qui a suscité de nombreuses controverses et tout un tas de critiques on ne peut plus légitimes. Et pour cause, certains des streamers les plus populaires de la plateforme avaient accepté des partenariats très très rondement payés avec des sites d'argent en ligne, des sites de jeux d'argent en ligne, sans se soucier des cadres légaux et des cadres éthiques existants dans les différents pays du monde. Et c'est grâce à ce flou ambiant que des streamers comme XQC, Adin Ross, Miskif ou encore Trainwreck, retenez bien ce nom les gens, avaient accepté des partenariats avec tout un tas de sites de jeux d'argent en ligne, tels que Stake.com, retenez ce nom aussi, des sites qui, la plupart du temps, ne disposaient pas de licence dans les pays où ils opéraient et n'offraient ainsi pas de protection suffisante, voire aucune, à leurs utilisateurs. Avec les nouvelles limitations de Twitch, Stake.com notamment a commencé à se dire bon alors du coup comment est-ce qu'on va continuer à intéresser les gens, et ils ont commencé à penser tiens, ce serait très sympa d'avoir une plateforme de streaming où il serait possible de streamer tout et n'importe quoi, par exemple des jeux d'argent sans licence. Et ça tombe vraiment bien pour eux, puisque paf, miracle de Noël avant l'heure, en octobre se lance la bêta de Kick, une nouvelle plateforme de streaming live qui ressemble à Twitch jusqu'au moindre onglet, voire même à la ligne de code près, et qui est officiellement lancée le 2 décembre 2022. Alors, qui est derrière ce projet ? Eh bien, on ne sait pas, puisque depuis le début, la propriété de Kick est volontairement un sujet de confusion, ou en tout cas, on ne savait pas jusqu'à la sortie officielle du service de streaming sur iOS, puisque le nom complet de Kick sur le service d'Apple, c'est Kick Streaming, enregistré en Australie en novembre 2022. Le seul propriétaire de Kick Streaming, c'est Easygo Entertainment. Easygo Entertainment, créé quelques mois auparavant en août 2022. Easygo Entertainment, dont Bizan Terrani, l'un des fondateurs de Stake.com. J'en ai le nombril qui se dévisse. Incroyable, c'était inattendu. Fondateur de Stake.com qui détient une participation des 2/3 dans Easygo. Le reste des actions étant détenues par Ashwood Holdings, Kate Craven, l'autre fondateur de Stake.com, détient exclusivement. C'est vrai que c'est encore plus simple si on crée soi-même la plateforme de streaming pour diffuser ses contenus illégaux. Malin comme des cailloux, les mecs. Et alors, bien sûr, allons pas trop vite en besogne, prenons des pincettes, puisque si ces fondateurs de Stake.com possèdent bien Kick, Stake.com, elle, en tant qu'entité, n'est pas directement et officiellement affiliée au service de streaming, et il est tout à fait possible que ce soit fortuit, évidemment, qu'après les restrictions de Twitch concernant le gambling, les fondateurs de la société la plus touchée par ces restrictions se retrouvent à créer une plateforme de streaming dont la structure est calquée à l'identique sur Twitch, et oui, il est tout à fait possible de streamer des jeux sans licence. Un hasard qui fait bien les choses pour Stake.com, un casino en ligne, je le rappelle, qui fonctionne grâce à une licence obtenue à Curaçao, dans la mer des Caraïbes. J'imagine qu'il y a plein de casinos là-bas, qui permet évidemment l'utilisation de crypto-monnaies et qui s'était fait connaître notamment grâce aux accords de parrainage avec le rappeur Drake, l'UFC, certains clubs de football anglais et l'équipe Alfa Romeo F1. Excellent. Pour se faire connaître, la plateforme Kick s'était empressée de capitaliser sur la situation et la catégorie machine à sous et casino est évidemment devenue la plus regardée sur Kick et de loin. À noter que la plupart des gros streamers jouent principalement à Stake.com. Le hasard continue de vraiment bien faire les choses. Le tout sans message de prévention ni rien, bien au contraire, puisque les meilleurs streamers de machine à sous sur Kick offrent par ailleurs des codes promotionnels à Stake.com ou à d'autres casinos offshore. Ça c'est pour les copains. Vous croyez que j'ai fini ? Mais pas du tout, puisque pour appâter tout un tas d'autres streamers, la plateforme a lancé une campagne agressive en proposant une répartition des contenus 95-5. Les streamers conservent 95% des revenus, ce qui est très cool. Là où Twitch a une répartition 50-50, ce qui est pas cool du tout. Dans le doute d'ailleurs, si vous voulez soutenir Softpower, ça passe par le Patreon. Un procédé qui est d'autant plus attractif que Kick a intelligemment proposé des offres non exclusives à ses streamers, leur permettant de maintenir leur chaîne Twitch à côté, tout en faisant progressivement passer leurs abonnés à Kick et en introduisant également rapidement les catégories Spa et Just Chatting, comme sur Twitch. Des avantages,
en tout genre de folie, qu'on imagine bien évidemment temporaire, le temps d'appâter le chaland, comme on dit, comme avait pu le faire Mixer de Microsoft, qui proposait des contrats absolument délirants pour attirer des gros streamers dans un premier temps avant sa fermeture quelques mois plus tard. Ah bah ça, il y en a qui sont devenus très très riches à moindre frais. Mais ce n'est pas tout, puisque la promotion du service Kick s'est faite beaucoup par l'intermédiaire du streamer Trainwreck. Le revoilà, officiellement conseiller non propriétaire et diffuseur non exclusif de la plateforme. C'est cela, oui. Un streamer extrêmement populaire sur Twitch, réputé pour son comportement à minima misogyne, qui lui avait valu de bons moments de bannissement, réputé aussi pour son intérêt pour les crypto-monnaies, ce qui lui avait valu un petit déménagement pour échapper aux lois fiscales américaines, et puis réputé pour son faible intérêt pour le cadre juridique et éthique de ses activités en ligne. Et c'est donc assez peu étonnant de le retrouver sur Kick.com. Bref, une aventure qui commençait bien, vraiment bien, remplie de liberté d'expression et de faites ce que vous voulez ici. Vraiment un beau projet qui s'est malheureusement enfoncé ces derniers mois dans les polémiques, vous l'imaginez. Et j'en suis personnellement tout à fait surprenamment étonné. La semaine dernière, c'était le streamer Kick Canada qui tweetait une capture d'écran d'un compte utilisateur utilisant une insulte raciste dans son utilisateur pour harceler le streamer, ce qui est normalement impossible sur Twitch. Sans doute l'un des exemples, j'imagine, de la fameuse liberté d'expression sur Kick.com. Vendredi dernier, c'était le streamer Cody Reef qui soulignait les vagues de viewbotting, comprenait de faux spectateurs utilisés pour attirer les spectateurs et les streamers sur la plateforme. C'était aussi le cas de la streameuse Angelina qui avait remarqué que la plateforme forçait certains streamers à changer de nom d'utilisateur au profit des streamers les plus visibles, et ça sans qu'aucun consentement ne soit jamais demandé à aucune étape. Mais ça, ce serait encore pas trop grave, encore que, évidemment, s'il n'y avait pas à côté la diffusion de pornographie en direct, à peine sanctionnée dans le meilleur des cas par une journée de bannissement, s'il n'y avait pas le problème d'une modération très laxiste, on a dit liberté d'expression, qui entraîne exactement le genre de conversation et de harcèlement en boucle que vous pouvez imaginer, en tout cas que ça puisse entraîner. Et évidemment, il faut rappeler l'existence du Bitcoin dans le couloir, puisque demeure le fond du fond de la plateforme, des jeux d'argent très souvent peu ou pas encadrés et qui peuvent toucher les plus jeunes d'entre nous. Bref, Kick, c'est super, une copie de Twitch masquant un simili Far West en mode ruée vers le gambling, copie sur laquelle je parierais pas énormément sur la longévité, mais qui en attendant peut fortement inquiéter par sa fausse parole libre et sa modération ultra laxiste, invitant certains streamers à faire toujours plus gros pour se faire remarquer, en croisant les doigts pour que personne ne tente de dinguerie le temps que la plateforme ferme ses portes ou se fasse définitivement kicker de l'internet. Les gens, c'est l'heure d'une petite pause musicale. Le temps qu'on se détende un petit peu, que je retrouve mes esprits et surtout un petit peu d'eau dans mon verre. On prend 2 petites minutes pour s'écouter le morceau de la semaine et on se retrouve juste après pour parler Star Wars, pour parler lo-fi, pour parler du rapport des Français à la lecture. Vous allez voir, c'est intéressant. Pour parler de Plus belle la vie. Oui. Et pour faire quelques recos de la semaine. Allez, cette semaine, on se remue, on envoie un petit peu valser toutes les tables et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Vous êtes toujours sur Twitch dans l'émission Soft Power, la matinale pop culture, comme tous les vendredis de 10h à midi. Si vous voulez et que vous avez les moyens de soutenir l'émission, je vous invite à considérer sincèrement de financer mon travail en passant par la page Patreon, puisqu'on en parlait il y a quelques secondes, qui est dans la description. Si vous voulez pas trop vous déplacer, un petit sub et un Prime Twitch, dans le pire des cas, ça fait l'affaire. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours d'émission et qui souhaiteraient rattraper les premières news, aujourd'hui on a parlé d'Indiana Jones 5, on a parlé du prochain Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, on a parlé de la fuite des documents sensibles du Pentagone, et puis on a parlé de quoi? On a parlé du concert de Brave ou encore de la plateforme Kick.com. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver l'émission en format podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer et consorts. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à laisser des évaluations positives, ce qui peut permettre à Soft Power d'avancer dans les recommandations. Vous pouvez retrouver l'émission évidemment en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Et sinon, bien sûr, venir passer la tête par l'entrebâillement de la porte tous les vendredis sur Twitch de 10h à midi. Et ne pas oublier de follow la chaîne, c'est le plus important. Fin de la réclame. Cette semaine, vous avez pu entendre l'excellent morceau Shiki Grambel, extrait de la bande originale d'Eden Zero, composé par Yoshihisa Hirano, connu pour avoir travaillé sur les précédentes bandes originales de Death Note, d'Hunter x Hunter et même de Beyblade en 2001. Oui, Beyblade, mais aussi sur l'excellente orchestration du jeu Final Fantasy XIII, Yoshihisa Hirano, dont je vous invite à découvrir le reste du travail. Du 7 au 10 avril dernier a eu lieu le Star Wars Celebration Europe 4, la 15e édition de l'événement Star Wars Celebration, un rassemblement célébrant l'univers de la franchise Star Wars où les fans peuvent échanger, acheter des produits dérivés, se déguiser en leurs personnages favoris, mais aussi et surtout ces dernières années, un rassemblement qui est devenu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le futur de Star Wars chez Disney, sur tous les supports possibles et imaginables. Et cette année, c'est sur la scène de Lucasfilm Studio Showcase que l'avenir de la franchise a été dévoilé, un avenir qui ressemblait beaucoup au passé, à un passé d'il y a très 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 longtemps, dans une galaxie très très lointaine, un passé plus lointain que ce qui avait été exploré jusque-là pour la franchise. Et pour nous aider à saisir l'avalanche d'œuvres Star Wars qui s'annonce, Disney nous a dévoilé une chronologie officielle de la saga, histoire de s'y retrouver un peu dans les 9 époques distinctes, désormais démarquées les unes des autres, une chronologie dont on va faire ensemble le tour et qui va nous aider à comprendre ce que nous réserve encore l'une des franchises les plus importantes de la pop culture. Je vous montre ça, les gens. Comme vous pouvez le voir à l'écran ou l'entendre à l'oreille si vous écoutez l'émission en podcast, cette chronologie débute par une période baptisée l'Aube des Jedi, qui a été l'occasion d'intercaler l'annonce d'un projet de film avec James Mangold à la réalisation, encore lui, oui, et qui nous contera les débuts de la découverte de la Force et les premiers pas du premier Jedi de l'histoire, un projet dont on ne sait rien mais qu'on nous présente comme épique, biblique, homérique, pour peu que ça veuille dire quoi que ce soit. La deuxième période de cette chronologie est celle de l'Ancienne République, une époque dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose et qui ne s'est pas encore vue affiliée de projets particuliers. La troisième époque, c'est celle de la Haute République, une période que les fans connaissent bien, puisqu'elle est explorée depuis quelques années dans le canon des romans et des bandes dessinées. Une période qui nous raconte les événements qui ont lieu entre 350 et 50 ans avant les événements des films Star Wars 1, 2 et 3. Et c'est à cette période que se déroulera notamment une nouvelle série pour Disney+, The Acolyte, avec une belle prononciation, dont un teaser a été secrètement dévoilé à l'événement et dans lequel on peut apercevoir, semblerait-il, impossible de mettre la main dessus, beaucoup de Jedi, série dans laquelle Amandla Stenberg et Lee Jung-jae auront les rôles titres et dont on ne sait pas grand-chose de plus, si ce n'est, préparez-vous, que la série serait, selon sa réalisatrice Leslie Headland, un mélange
entre La Reine des Neiges et Kill Bill, un mélange inspiré des films d'Akira Kurosawa, des épopées d'arts martiaux de Wuxia et d'histoires de guerriers solitaires, ce qui, j'ai beau me gratter la tête de gauche à droite et de droite à gauche, n'arrive pas du tout à faire sens. Ouais, alors vous allez voir, mon film, ça va être un mélange entre Matrix Reloaded, La La Land et Les Crémices, vous allez voir, ça va être incroyable. Bon, on verra. La 4e période de la chronologie présentée par Disney est celle de la chute des Jedi, une période qu'on connaît bien, puisque c'est celle qui a vu la montée au pouvoir de l'empereur Palpatine, période qui inclut les épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars, la prélogie, donc accompagnée de la série Star Wars, la série animée Star Wars The Clone Wars, période qui pour le moment ne devrait pas connaître de nouvelles productions, ce qui est tout le contraire de la 5e période de cette chronologie, celle du règne de l'Empire, surexploitée par Disney. C'est la période de Rogue One, c'est la période de l'invraisemblable film solo, mais aussi celle de la série The Bad Batch, dont on a appris pendant l'événement le renouvellement pour une 3e et dernière saison. Mais c'est aussi la période de la série Kenobi, dont Ewan McGregor rêve d'une saison 2 et dont les studios Disney rêvent, eux, beaucoup moins d'une saison 2. C'est aussi la période de la série Andor, dont la 2e saison est en cours de tournage et qui avait eu son petit succès critique il y a quelques semaines avec sa première saison. Et c'est enfin la période de la série animée Star Wars Rebels, même si là, dans le chat, il a l'air de se dire que tout n'est pas toujours plus canon, etc. On peut parler de Solo, on peut en parler un petit peu après. Une période déjà bien saturée, il me semble, qui devrait tranquillement se reposer en attendant la 2e saison de The Bad Batch, la dernière saison, pardon, de The Bad Batch. La 6e période que vous pouvez voir à l'écran est celle de l'ère de la rébellion, nommée ainsi pour rappeler le nom d'une bande dessinée publiée par Disney et mettant en scène les personnages de la trilogie originale. On y trouve précisément la trilogie originale, Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, Luke Skywalker, Le Sang de la Veine, se terminant, spoiler absolu, par la mise en place d'une Nouvelle République qui est donc, vous inquiétez pas, on arrive, on a bientôt terminé, qui est donc la 7e période de la chronologie, une période très prolifique en termes d'œuvres et surtout en nouvelles annonces. On y retrouve les séries The Mandalorian, The Book of Boba Fett, mais aussi la nouvelle série Skeleton Crew avec Jude Law, très en phase avec Disney visiblement, puisqu'il incarnera aussi le Capitaine Crochet dans le futur film Peter Pan. Skeleton Crew qui nous raconte l'histoire de 4 enfants perdus dans la galaxie à la suite d'une découverte qu'ils vont faire sur leur planète natale. Là encore, c'est seulement quelques images secrètes qui ont été balancées pendant l'événement, mais surtout, la période de la Nouvelle République, ça a été l'occasion pour Disney de présenter la série événement du salon, très attendue par beaucoup de fans, Ahsoka, qui sortira cet été. Quelque chose approche. Quelque chose de sombre. Je le sens. C'est un nouveau départ. Pour certains, la guerre. Pour d'autres, le pouvoir. Ça faisait longtemps? Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Thrawn. Une série où l'on devrait suivre donc Ahsoka Tano, interprétée une nouvelle fois par Rosario Dawson, l'ancienne Jedi Padawan et apprentie d'Anakin Skywalker, cette fois au cœur d'une enquête sur une menace émergente pour la galaxie suite à la chute de l'Empire. On retrouvera au casting tout un personnage de la série animée Star Wars Rebels, Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine, Deman Esfandi dans le rôle d'Ezra Bridger, on retrouvera Hayden Christensen, encore lui, dans le rôle d'Anakin Skywalker, mais aussi on a le très attendu Lars Mikkelsen dans le rôle du grand amiral Thrawn, un des méchants les plus emblématiques de la saga. Et ce qui impressionne avec la série Ahsoka, au-delà de son utilisation abusive de la technologie volume pour projeter des décors visuellement affreux dans des studios de 5 mètres carrés, et ça se voit, c'est surtout à quel point elle est pensée pour être l'une des pierres angulaires de la stratégie de Disney pour sa franchise Star Wars pour les prochaines années, parce que Ahsoka, c'est un pont qui doit emmener la série animée Star Wars Rebels sur grand écran
et en live action, mais aussi un pont avec la série The Mandalorian, dans laquelle le personnage d'Ahsoka Tano avait déjà croisé plusieurs fois à la route du personnage principal de la série, interprété par Pedro Bogos Pascal. Ces croisements et ces décroisements sont d'autant plus importants qu'ils devraient trouver une consécration, écoutez bien ça les gens, dans l'annonce d'un nouveau film événement Star Wars, cette fois réalisé par Dave Filoni, qui a probablement fait pour Star Wars autant que George Lucas, j'exagère à peine, puisqu'on lui doit en partie The Mandalorian, une partie de Clone Wars, de Rebels, de The Bad Batch, tout ça. Un film somme, qui fleure bon le Avengers de Star Wars et qui devrait fermer les histoires interconnectées de Mandalorian, de The Book of Boba Fett, d'Ahsoka, mais aussi quelque part des séries animées Clone Wars et Rebels. Un film personnellement que j'ai vraiment hâte de ne pas découvrir, dont on n'a pour l'instant aucune image et sur lequel je reviens dans quelques secondes, après avoir fini cette interminable fresque chronologique qui a encore quelques annonces à dévoiler. La 8e période, que je ne mets plus à l'écran, mais la 8e période, c'est celle de l'ascension du Premier Ordre. On nous retrouve les 3 films de la postlogie, le réveil de la Force, les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker. Une période que Disney essaie de fuir comme la peste pour l'instant et pour laquelle rien n'a été annoncé de spécial. Et pour finir avec cette chronologie, la période la plus étonnante peut-être avec la première, celle du nouvel ordre Jedi, 15 ans après les événements de l'enfer artistique et économique qu'avait été le film Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, avec l'annonce d'un nouveau film centré sur le personnage de Rey, la protagoniste des films de la postlogie Star Wars, toujours interprétée par Daisy Ridley, qui a bien eu du mal à rebondir depuis la sortie du 9e épisode et qui doit être ravie de cette annonce. Film dont on connaît que la réalisatrice, Charmin Obaid-Chinoy, qui s'était déjà occupée de la série Miss Marvel l'année dernière pour le compte de Disney. Bref, du Star Wars à toutes les sauces, mais surtout à tous les âges, sans compter les projets de films pour Rian Johnson, pour Taika Waititi, qui avaient été annoncés les précédentes années et qui apparemment, si on en croit Kathleen Kennedy, sont toujours à l'ordre du jour, même si ça, on n'y croit qu'à moitié. Et on peut déjà, il me semble, tirer de cet événement quelques réflexions. L'établissement de cette frise chronologique, c'est absolument pas anodin et limité à un délire d'établissement d'un lore conséquent pour Star Wars, c'est pas ça. C'est une façon pour Disney de désanctuariser les épisodes de Star Wars originaux. La trilogie originale, la prélogie et la postlogie deviennent alors plus que des événements comme les autres au cœur d'une immense saga qui s'étale sur des millénaires. Épisodes originaux dont le scénario est d'un coup minimisé et lissé pour entrer dans un tout censé être beaucoup plus grand que lui. Et on comprend davantage cette désacralisation des originaux que celle-ci s'accompagne d'une marvelisation de la franchise Star Wars, je m'explique. Après l'échec critique et le fort déclin en salle des épisodes 2 et 3 de la postlogie, Disney s'est lancé dans une stratégie similaire à celle suivie par ses productions pour ses productions Marvel, une stratégie de grands transmédia croisés où se multiplient les œuvres sur tous les supports, des personnages et des intrigues à l'origine différents qui se croisent désormais parfois pour former un ensemble au mieux cohérent mais surtout connecté, le tout devant régulièrement déboucher sur des climax, des grands climax de préférence sur grand écran, comme en témoigne ce grand projet de Dave Filoni qui aura la charge de conclure The Mandalorian, Ahsoka et tout un tas d'arcs narratifs à la Avengers. La série The Mandalorian diffusée sur Disney+ avait déjà entamé les démarches en introduisant progressivement des personnages issus des films comme Boba Fett ou Luke Skywalker, mais aussi des personnages issus des séries animées comme Ahsoka Tano ou Bo-Katan. Mais tout ça n'était visiblement qu'une énorme mise en bouche test avant le fameux passage sur grand écran, une marvelisation de Star Wars souhaitée à demi-mot sur ces dernières années par Disney dans différentes interviews données par les représentants de Lucasfilm, dont on peut reconnaître quelques qualités de cohérence et de continuité entre les différentes œuvres, mais dont on connaît surtout ces dernières années les très 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 nombreux travers, une surabondance d'œuvres qui finit par lasser, si c'est pas déjà le cas pour Star Wars, en tout cas moi ça fait longtemps que j'ai passé le cap, une surabondance qui amène systématiquement et systémiquement, je dirais même, à tirer les coûts de production vers le bas
on en a déjà parlé ici, à mettre en concurrence des studios tiers entre eux et notamment les sociétés de VFX à travers le monde en abîmant gravement les conditions de travail au passage et en engendrant pression et fatigue chez les créateurs et les comédiens quand ceux-ci ne partent pas directement pendant le tournage, un cahier des charges et des impératifs commerciaux qui tirent vers l'homogénéisation du style et du ton des œuvres en les privant de leur singularité pour s'assurer de leur continuité et notamment de leur continuité esthétique. Dommage en plus que le critère commun pour Star Wars actuellement esthétiquement soit la laideur des environnements. Ce qui est d'autant plus triste pour une œuvre comme Star Wars qui a longtemps conservé une touche idiosyncratique, ésotérique, auteuriste, spécifique dans l'espace du blockbuster. Et je passe évidemment sur la frustration provoquée chez les fans, l'uniformisation du message politique des œuvres, l'uniformisation de la culture, des représentations, dans un modèle qui contribue à renforcer la logique commerciale et industrielle du cinéma et à marginaliser d'autres formes d'expression cinématographique. Un tableau un petit peu sombre, je l'admets, mais que voulez-vous, des années à me faire bananer par les productions Marvel m'ont rendu au minimum sceptique, au mieux prudent, au maximum réaliste, et les quelques annonces de ce Star Wars Celebration me semblent absolument avoir rien de très réjouissant pour l'avenir de la franchise, quel que soit le support d'exploitation. Mais pour bien terminer cette news aussi longue que ma perplexité face au générique de fin de Star Wars 9, je vous propose de terminer sur une petite note quand même positive, puisqu'il existe encore des petites lueurs d'espoir dans cet univers très très lointain, et ça passe par la bande-annonce de la suite de l'anthologie Star Wars Vision diffusée 2 jours après le Star Wars Celebration. 9 histoires animées par 9 studios différents des 4 coins du monde. Ça sera le 4 mai sur Disney+, et ça a l'air fou furieux. Et pour les fans de Star Wars, en attendant, bon courage à vous pour les années à venir et que la force soit avec vous. Une lumière intérieure. Suivez la lumière. Pa a toujours su qu'un destin plus grand t'attendait. Et si tu pouvais simplement avancer? Tu n'as rien à craindre. Il y en a d'autres comme toi ici. Je l'ai vue de mes yeux. Elle a des pouvoirs particuliers. Et les gens, précisément, puisqu'on parle d'œuvres pop culture et qui ont marqué l'histoire, je vous propose de rester dans le thème, mais cette fois en se refocalisant sur la France, nation de la bouillabaisse, de la canebière et du Mistral. Comment ça? Si je le dis maintenant, c'est plus un scoop. On veut savoir où c'est un secret? J'y vois pas d'inconvénient. Le Mistral qui disparaît, c'est la vie du quartier qui va s'éteindre. Alors tous ensemble, nous allons gagner. Nous allons sauver le Mistral. Tu commences à déconner ou quoi? Excuse-moi d'avoir décidé aussi débile. Ouais. Une belle connerie. Tu le penses vraiment? J'ai cherché du PQ, on va être en rupture de stock. Et la poubelle? Vous avez tous décidé de plomber l'ambiance, c'est ça? Plus belle la vie, ce n'est décidément pas fini, puisqu'on a appris cette semaine dans les lignes du journal Le Parisien que la série culte qui s'est étendue de 2004 à 2022 sur France 3 allait être rediffusée dès lundi prochain, mais cette fois sur YouTube. Et on en a appris un petit peu plus dans le communiqué du groupe New One qui produit le feuilleton, et ça donne un planning un petit peu bizarre, puisque dans un premier temps, lundi prochain, le 17, si vous écoutez l'émission en retard en format podcast, 10 épisodes de la première saison seront mis en ligne, et à partir du 24 avril, c'est 2 épisodes qui seront publiés tous les soirs de la semaine à 20h. Bon, d'accord, mais histoire de faire encore un petit peu plus bâtard, l'intégralité de la saison 16, cette fois-ci, sera également disponible sur la chaîne YouTube au rythme de 10 nouveaux épisodes chaque week-end, ce qui me semblait énorme avant que j'apprenne en préparant cette news que cette saison 16, elle en comptait 200. Pourquoi pas? Dans un communiqué publié ce mercredi, Vincent Mesley, le directeur général France de New One Studio, a expliqué la stratégie de toucher un nouveau public jeune et de continuer à profiter de la puissance de frappe des réseaux sociaux de la série, qui compte des millions de followers, dans l'objectif de construire une nouvelle communauté des fans de Plus belle la vie. Et ce n'est que si le succès est au rendez-vous pour cette première diffusion sur YouTube que d'autres saisons pourraient être republiées sur YouTube par la suite. Bon,
je résume grosso modo, ça commence ce lundi et dans 6 mois, vous aurez la saison 1 et la saison 16 en entier sur YouTube. Bizarre, et c'est tout, mystérieusement. Et il faudra à ce moment-là croiser les doigts ou pas pour que la suite arrive à son tour sur la plateforme. Un peu chelou. Alors, on peut imaginer tout un tas de choses. On peut imaginer que l'objectif, c'est de rapatrier tout un nouveau public vers les plateformes payantes qui permettent aujourd'hui de voir ou de revoir l'intégralité de la série. C'est le cas notamment de MyCanal où vous pouvez retrouver l'intégralité des saisons. Mais de manière générale, il me semble que l'idée, c'est de renforcer l'image et la valeur de la série, d'amener un public toujours plus jeune vers les produits dérivés, nombreux de la série, des livres, des jeux, des DVD ou pourquoi pas le musée à Marseille qui permet de découvrir les coulisses du tournage, de voir les décors et costumes de la série, mais c'est aussi l'occasion d'augmenter l'attraction elle-même de la ville de Marseille ou même l'attraction des productions audiovisuelles françaises en général, parce que Plus belle la vie, c'est plus qu'un simple feuilleton télévisé, c'était et c'est toujours, je crois, un véritable phénomène culturel, social et politique en France. La série avait rassemblé des millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir et avait fédéré des larges communautés d'amateurs qui se sont socialisés et ont créé du commun à travers la série. Vous le savez, c'est un petit peu ma marotte. C'est une série qui a généré des retombées économiques importantes pour la ville de Marseille, mais surtout pour tout le secteur audiovisuel français. La série avait créé plus de 600 emplois directs et indirects dans le secteur audiovisuel et culturel. Elle avait aussi généré évidemment des revenus pour les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs qui avaient accueilli les équipes de tournage et les curieux qui passaient dans le coin, et participé évidemment au rayonnement de la ville de Marseille en valorisant son patrimoine, sa diversité et en renforçant plus globalement l'image positive de la ville. Mais c'est aussi une série qui a eu un impact sur le débat public à l'époque, notamment dans ses premières saisons, plus empruntées de réalisme social, en mettant en scène et en images les questions du racisme, de l'homosexualité, et même dans ses dernières saisons, la question de la transidentité avec l'introduction du personnage de Dimitri, qui avait été retenu à l'époque comme un tournant pour la visibilité de la transidentité. Une série globalement saluée, malgré quelques polémiques dont certaines sont vraiment à se taper la tête contre un mur. Une série saluée, comme je le disais, pour sa relative audace et son engagement sur des sujets d'actualité ou controversés. Une série dont on peut reprocher le tournant un petit peu spectaculaire pris au fil des années pour ses milliers d'affaires de meurtre et de retournements de situation un petit peu rocambolesques. Mais, quoi qu'il en soit, Plus belle la vie a été un objet majeur, je crois, de la télévision française, devenant rapidement un objet d'étude qui continue encore aujourd'hui de questionner, voire de fasciner. En mai 2022, après 17 longues années d'existence, la fin du feuilleton avait été annoncée du fait d'un essoufflement des audiences, et le 18 novembre dernier, le Mistral avait fermé ses portes, marquant en parallèle la disparition d'un poumon économique pour la production télévisuelle française, pour la production télévisuelle marseillaise, évidemment, bien que la série ait permis dans la foulée de lancer la création de grands studios cinéma à Marseille, dont l'usine de sucre de Saint-Louis pour ceux qui connaissent, et la fin de 600 emplois nécessaires à sa production. Bref, Plus belle la vie, c'est de retour au moins un temps sur YouTube. Ce sera à partir de lundi prochain. Et si vous ne connaissiez pas du tout ou que vous étiez un petit peu réfractaire à ce pilier de la culture française, qu'on le veuille ou non, ça vaudra peut-être le coup d'y jeter un œil. Et qui sait, peut-être que vous pourriez tomber amoureux ou en tout cas tomber sous le charme du Mistral. Pour la prochaine news, je vous propose de parler livres. Puisque oui, à Soft Power, on ne lit pas que l'arrière des paquets de céréales, même si c'est le plus gros de mon activité, on est d'accord, il ne faut pas se le cacher. On va parler de livres et de gros mangas, puisque ce mercredi est parue l'étude assez attendue du Centre national du livre, qui propose une fois tous les 2 ans une enquête sur le thème des Français et de la lecture. Alors, si vous ne connaissez pas cette initiative du Centre national du livre et que vous êtes très sceptique à l'écoute de ce genre d'études, je vous connais, et puis dans l'absolu, vous avez raison, sachez que depuis 2015, le Centre national du livre, le CNL, confie à Ipsos la réalisation d'un baromètre bisannuel sur les pratiques et les perceptions des Français vis-à-vis du livre et de la lecture. Un baromètre qui porte sur un échantillon de 1000 personnes jugées représentatives de la population française des 15 ans et plus, interrogées par téléphone. L'objectif de l'étude, mesurer l'évolution de la lecture de livres imprimés ou numériques, comprendre ce qui favorise ou freine la lecture et identifier les attentes et les besoins des lecteurs. Bon,
Une étude qu'on comprend bien existait évidemment dans la mission du Centre national du livre de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre, les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothèques, etc., et de promouvoir la lecture auprès du grand public. Et avant que je vous parle de celle de 2023, il faut dire que cette étude, de manière générale, elle est pas si mal. D'abord parce qu'elle est régulière, c'est une étude biennale, elle revient donc une fois tous les 2 ans, ce qui est pas rien. Ensuite, justement parce que le processus est en place depuis désormais 8 ans, ce qui permet d'avoir une vision de l'évolution de la lecture en France dans le temps, et pas simplement à un instant T, comme le font beaucoup d'autres études. Et puis, c'est aussi une étude qui conserve une même structure méthodologique, et étant le fruit d'un travail avec le même partenaire, puisque tout est fait par l'organisme Ipsos. Imaginez la même étude avec le cabinet Occurrence, ce serait déjà beaucoup moins sympa. 99 des jeunes ne lisent plus de livres à part des manuels de jeux vidéo et de zadisme. L'enfer. Avançons, l'étude du Centre national du livre, donc de 2023, publiée ce mercredi, présente un bilan assez contrasté de la lecture chez les Français. D'un côté, elle révèle que 86% des Français se déclarent lecteurs, ce qui est absolument énorme. Elle montre aussi que les livres pratiques, les livres art et vivre et les livres loisirs sont les genres les plus plébiscités, suivis par les livres de l'histoire et la bande dessinée en 3e position, même si là on observe des choses un petit peu bizarres dans l'étude, avec une segmentation un peu discutable entre la bande dessinée franco-belge d'un côté et les mangas comics mis ensemble de l'autre. Bon, ce qui empêche d'avoir une vision globale, mais pourquoi pas. L'étude souligne également que la lecture au format numérique progresse, notamment chez les moins de 25 ans, ainsi que la lecture audio. 46% des moins de 35 ans ont déjà écouté un livre audio. Côté manga, elle souligne au final que le support a gagné un quart de ses lecteurs et de ses lectrices supplémentaires en 8 ans. C'est pas rien, et que la lecture des mangas en France reste aujourd'hui encore très générationnelle, puisqu'elle est très majoritairement le fait des moins de 25 ans. Et l'étude constate enfin que les alternatives à l'achat de livres neufs se développent, comme le prêt, le cadeau ou l'achat d'occasion, très certainement en raison de la crise économique en cours et de l'inflation. Bref, tout un tas d'infos assez sympas dans cette étude. Mais de quoi parlent les médias ces derniers jours? De l'augmentation de la lecture en numérique? Du retour enfin aux chiffres de 2019? Pas du tout. Le cœur de bataille, c'est absolument sans surprise le rapport des jeunes à la lecture. De ce côté-là, l'étude du Centre national du livre de 2023 met en évidence que la lecture de livres a bien tendance à baisser chez les jeunes, moins 12 points par rapport à 2019, ce qui est juste colossal. Et elle insiste, je vous le donne dans le mille, sur le temps consacré aux écrans, puisque les moins de 25 ans passent en moyenne 4h09 par jour devant les écrans et seulement 41 minutes à lire, 41 minutes, dont on inclut cette fois la lecture pour les études. Et l'étude révèle, pour conclure le tout, que les jeunes sont globalement moins attirés par la lecture et qu'un jeune sur 5 affirme ne pas lire du tout. Alors, il ne s'agit pas pour moi de minimiser les chiffres du Centre national du livre, en ce qu'on observe bien, si on suit l'étude, une baisse tendancielle de la lecture chez les moins de 25 ans. Mais les questions que je me pose toujours à ce titre-là, ce sont des questions d'ordre méthodologique. D'abord, la question principale de savoir ce qu'on entend par lecture. Lorsqu'on lit l'étude en détail, on se rend assez vite compte que la lecture telle que comprise par l'étude exclut la lecture de livres professionnels, exclut la lecture de livres pour les études, mais aussi exclut la lecture d'autres supports, comme les journaux, les magazines, les blogs, les articles en ligne, etc., etc. Or, moi, je veux bien qu'on parle de l'augmentation du temps de consommation des écrans chez les individus, et c'est évidemment un sujet, mais il s'agirait aussi de mettre en balance ce qu'on fait des écrans, puisque visiblement, lire un roman de Brigitte Giraud est à mettre dans une autre catégorie que précisément lire l'arrière d'un paquet de céréales, alors peut-être qu'il serait intéressant de jauger de l'augmentation ou non de la lecture d'articles, de sujets, de blogs, de ce que vous voulez sur Internet. Quand on parle d'augmentation d'utilisation de l'écran, est-ce qu'on parle seulement de l'augmentation de matage de contenu audiovisuel? On le sait, les plateformes de streaming ont bénéficié énormément de la pandémie, ils sont très vite imposés dans le champ des nouvelles habitudes culturelles.
Ou est-ce qu'on parle aussi d'autres choses? On peut parler plus en détail, par exemple, comme l'esquisse l'étude du fait que ces activités dématérialisées poussent pas mal les moins de 35 ans à être plus réceptifs aux recommandations de lecture en général et à la présence des auteurs sur les réseaux sociaux. Et puis, il y aurait tout un travail, il me semble, aussi à faire autour de l'impact, par exemple, de TikTok, très récent, sur la consommation du livre. Parce que tout ça, c'est pas des petites choses. On peut pas simplement lancer des chiffres, un peu comme ça, et titrer à tour de bras, comme le font les médias, que les jeunes lisent moins, point, parce que c'est typiquement ce genre d'études c'est typiquement de ce genre d'études que sont issues pour les prochaines années les futures politiques publiques et notamment les futures politiques éducatives. Et puis, on a besoin, il me semble, au-delà de ça, de temps long. Le contexte ultra particulier de la crise sanitaire a eu un impact significatif sur les pratiques culturelles des jeunes Français. La fermeture des écoles, des bibliothèques ou des librairies a de fait limité l'accès aux livres et aux activités de lecture en privilégiant d'autres activités culturelles, d'autres habitudes culturelles. Et il faudra encore vraisemblablement de très nombreuses années avant de pouvoir en tirer des conclusions intéressantes sur le temps long. Et tout ça, sans parler des questions qu'on pourrait se poser collectivement sur la pertinence de la lecture des livres, se poser sérieusement cette question-là, se poser la question de la sociologie de la lecture et aussi et surtout se poser la question de la maîtrise de notre emploi du temps qui nous permet d'entrer dans la lecture, etc., etc. Toutes des questions qui me paraissent, moi, absolument centrales. Bref, les pincettes d'usage sont à prendre, mais l'étude 2023 du Centre national du livre est quand même plutôt bien foutue de manière générale et je vous invite à découvrir le reste de l'étude par vous-même. Lien dans la description et dans le chat pour ceux qui regardent l'émission sur Twitch. Il est temps de terminer les news de cette semaine. Et quoi de mieux pour clore l'actualité que de finir en musique? Mardi dernier, le monde de la musique en ligne était en deuil puisque la célèbre Lo-Fi Girl avait disparu. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette expérience tout à fait particulière qu'est celle de vivre H24 au contact de la Lo-Fi Girl lors de la rédaction de son mémoire universitaire, la Lo-Fi Girl, c'est une chaîne 100% musicale sur YouTube, ou devrais-je dire même un live 100% musical, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où tourne en boucle l'animation d'une jeune fille, Jade, qui étudie non-stop, comme dans La pire des dystopies, en écoutant comme nous de la lo-fi du matin au soir. Créée en 2017 par le label français, oui c'est français les gens, Lo-Fi Girl, anciennement Chill Cow, la chaîne est depuis un incontournable de YouTube avec ses 12 millions d'abonnés et son 1,5 milliard de vues. Les auditeurs et auditrices accompagnant Jade dans ses interminables révisions dont même Sisyphe ne voudrait pas. Mais vendredi dernier, alors que tout semblait se préparer à une nouvelle journée de bûchage, une lumière bleue s'est mise à clignoter et dans le décor de la Croix-Rousse de Lyon que l'on peut habituellement observer par la fenêtre de la Lo-Fi Girl. Internet repère alors rapidement que le clignotement de la lumière bleue ressemble étrangement à un code en morse et après décryptage, tout le monde est renvoyé vers le site Lo-Fi World, site lui-même qui redirige vers une vidéo privée de Lo-Fi Girl, cette fois d'un lien vers un autre live ayant lieu dans une pièce bleue, dans la pièce bleue que l'on voit à l'écran où il ne semble y avoir personne. Le même jour, un autre live débute alors sur la chaîne représentant une salle bleue étrangement similaire à la pièce bleue et une porte avec un compte à rebours menant jusqu'à ce mardi. Mais lundi, coup de théâtre, la Lo-Fi Girl et son chat disparaissent de leur live principal, laissant une chaise vide pour la première fois depuis 6 ans, hormis une petite pause pour réclamation en violation de droit d'auteur, mais ça, c'est normal sur YouTube. Pendant 24 heures, Internet est en ébullition, tentant de trouver le moindre indice. Et pendant ce temps, le stream principal zoome très lentement vers la fenêtre de la pièce bleue ouverte. Mais alors, que s'est-il passé? La Lo-Fi Girl a-t-elle été enlevée? Est-elle tout simplement allée passer enfin cet examen? Ou alors est-elle allée manifester contre la réforme des retraites? Parce que je vous rappelle, le décorum est à Lyon. Impossible de le savoir. Alors pour en avoir le cœur net, il a fallu attendre ce mardi 19h heure française pour qu'il se passe ceci.
pour résumer ce qui se passe à l'écran pour les gens qui écouteront l'émission en podcast, un personnage inconnu est entré dans la salle bleue avec un petit chien avant de s'installer sur sa chaise de bureau, d'allumer son ordinateur et de commencer à taper des trucs dans une pièce où tout suinte les années 80, une DeLorean sur l'ordinateur, une manette de NES sur le coin du bureau et une figurine de R2D2, le tout sur fond bleu, vert, violet, néonisé, qui a marqué ce mardi l'ouverture d'un live alternatif sur la chaîne de la Lo-Fi Girl, un live ininterrompu de musique synthwave cette fois-ci, très dans l'air du temps avec ce nouveau personnage, Synth Boy, que certains appellent déjà Dave, parti pour accompagner des dizaines de milliers d'internautes en live à travers le monde. Alors, après le retour à la maison de Synth Boy, la Lo-Fi Girl a pu enfin revenir sur sa chaise après une courte pause bien méritée, et désormais coexistent 2 lives principaux sur la chaîne. En réalité, il y en a 3, mais le 3e, il est beaucoup moins intéressant pour le lore. Et dans ces 2 flux, la fenêtre de l'autre flux peut être vue à l'extérieur. La fenêtre de Synth Boy est la fenêtre bleue dans le flux de la Lo-Fi Girl. Et la fenêtre de la Lo-Fi Girl est juste au-dessus du petit chien dans le flux de Synth Boy. Alors, c'est une news qui paye pas de mine comme ça, mais dont l'activité d'internet autour rappelle quand même qu'en quelques années, la chaîne Lo-Fi Girl est devenue une partie intégrante de la culture internet, inspirée par le chara-design de Shizuku Tsukishima dans le film d'animation Ghibli, Mimi Osuma Seba, sorti en 1995. Le personnage de Jade est rapidement devenu une référence. Elle a été empruntée, redesignée, évoquée, citée, souvent avec légèreté, comme lorsque le personnage de Connie dans Steven Universe Future reprend la même pose iconique, ou lorsque The Supreme reprend l'imagerie de la Lo-Fi Girl pour son single Siri, mais aussi parfois avec une certaine profondeur lorsque la chaîne Collège Musique joue de l'esthétique de la Lo-Fi Girl pour faire la promotion de la sensibilisation à la santé mentale à travers une vidéo un peu dur que je vais pas vous montrer ici. Et puis la Lo-Fi Girl, c'est aussi, il faut le dire, la figure de proue de cette large démocratisation ces dernières années de la musique Lo-Fi, abréviation de Low Fidelity, un style où l'on entend les prétendues imperfections de la production musicale, telles que les craquements, les crissements, le son de la pluie battante derrière ou de la porte martelée par les gars qui viennent demander la redevance télé. Bref, on ne compte plus depuis les compilations Lo-Fi qui sont sorties et qui font explicitement référence à la Lo-Fi Girl, souvent de manière totalement assumée, comme les versions Lo-Fi des bandes originales des jeux Crusader Kings 3, Victoria 3, etc. Mais aussi parfois carrément sans le dire, comme pour l'album de compilation de remake Lo-Fi de chansons Disney, sorti en 2022, qui s'était fait taper sur les doigts, évidemment, pour son étonnante ressemblance avec le travail fourni par Lo-Fi Girl. Bref, la Lo-Fi Girl, et je termine cette news, c'est un incontournable de la culture web et elle n'est désormais plus seule, en souhaitant à Synth Boy bon courage pour ses éternelles révisions à lui aussi. Parce qu'il va bien falloir finir cette émission un jour. C'est terminé pour les news de cette semaine. Comme à l'accoutumée, j'aurais pu vous parler également de tout un tas d'autres choses. On aurait tous pu collectivement se moquer de la bande-annonce de The Continental, la série adaptée de l'univers de John Wick, avec Keanu Reeves, mais sans Keanu Reeves et sans Chad Stahelski. Il reste donc plus grand-chose de très intéressant. J'aurais pu vous parler du redémarrage d'HBO Max, qui devient désormais la plateforme Max, qui compte énormément capitaliser sur une série à haut budget, Harry Potter, qui va réadapter les livres, mais cette fois sur petit écran. Tu es un actionnaire, Harry. J'aurais pu aussi vous parler... je commence à fatiguer, je crois. J'aurais pu aussi vous parler de quoi? J'aurais pu vous parler de l'incrustation, de l'incorporation du thème de Super Mario Bros dans la National Recording Registry américaine, qui enregistre les sons qui sont culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs, ce qui en fait juste la première musique de jeu vidéo à y être. Super Mario d'ailleurs, dont j'aurais pu vous parler du succès monstrueux qui est en train de se profiler pour le film, en bonne voie pour être tout simplement le film d'animation le plus rentable de l'histoire. On aurait pu parler... J'aurais pu vous parler de ça, les gens. On aurait pu en parler. J'aurais pu vous parler de l'intelligence artificielle générative sur laquelle Elon Musk est en train de faire bosser ses équipes et qui devrait être nourrie au-delà de son aversion pour la société OpenAI qu'il a quittée et qui bosse sur ChatGPT, nourrie par la masse d'informations qu'on retrouve sur Twitter. Je vous promets, c'est pas une blague. Je sais pas à quel moment on pourrait dire que c'est une bonne idée, mais... ça va être incroyable. J'aurais pu vous parler aussi du milliard de dollars qui a été dépassé par la musique latine aux États-Unis, ce qui en dit beaucoup sur l'état du marché américain. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui au niveau des news, puisque c'est encore une émission très longue cette semaine. Je vous propose de passer sans transition aucune aux recommandations de cette semaine.
Non, un autre cinéma de genre populaire est possible. La preuve ? On en faisait. Je sais pas, les films d'action avec Bébel qui faisait ses propres cascades, les films de gangsters à la plume inimitable, Fantomas, du fantastique au Louvre avec Belphégor ou d'autres séries comme Les Brigades du Tigre, de l'anticipation sur des vraies problématiques de la France de l'époque avec Le Prix du Danger d'Yves Boisset, pompé par les ricains quelques années après et 40 ans avant Squid Game. Alors, vous le savez, c'est dans les conditions générales d'utilisation de soft power, un contrat signé de mon sang. On recommande chaque vidéo du vidéaste, avec un accent circonflexe sur le A, Bolchegeek, dès qu'il en sort une. Et c'est chose faite, puisque dimanche dernier, l'équipe Bolchegeek est revenue pour le compte du journal L'Humanité sur l'épineuse question du blockbuster ciné à la française. Question qu'on avait déjà esquissée, dont on avait déjà esquissé quelques réponses la semaine dernière dans soft power. En lien avec la sortie du film Les Trois Mousquetaires, Bolchegeek complète l'argumentaire que j'avais pu développer moi dans l'émission en parlant de l'ouverture de la production de films français à des capitaux privés pour augmenter fortement le budget investi dans les films. Et Bolchegeek amène sa réflexion à parler davantage d'envie et d'audace de produire un vrai cinéma de genre populaire français pour renouer avec nos imaginaires eux-mêmes populaires. C'est pas nécessairement la vidéo avec le plus d'effets waouh de Bolchegeek, notamment après la dinguerie qui avait été celle d'avant sur le rapport entre la boxe et la culture populaire, dont on avait déjà évidemment parlé ici, mais c'est toujours aussi carré, toujours aussi bien mis en scène et toujours aussi bien mis en musique. Aidez-moi à financer Soft Power pour que je puisse faire tout pareil. Et c'est la première recommandation de la semaine. Le paradoxe du cinéma populaire par Bolchegeek, c'est sur la chaîne YouTube du journal L'Humanité. Écoutez, je vous propose qu'on commence par les news d'ici, si ça vous dit. On est là pour ça en même temps. Et donc, voilà, l'actu d'ici film. Et on commence avec The Batman. Et Nathan, c'est à toi. Alors, The Batman, on a eu une petite news cette semaine. Vous connaissez mon amour pour les émissions qui durent 18 heures d'affilée et qu'on peut se mettre en fond au travail tranquillement. Et cette semaine, moi, j'ai été servi par l'émission Le Comptoir d'ici et d'ailleurs, qui au passage remporte largement par KO le prix du meilleur nom pour une émission de la semaine, même si apparemment ça va changer, ce qui est un petit scandale en soi. Une émission que j'ai découvert cette semaine et qui a lieu tous les dimanches à 18h pour faire le point sur l'actualité DC Comics de la semaine. Cette semaine, l'émission revient sur tout un tas de sujets dont on aurait pu parler aussi dans ce Soft Power. Il est vrai, ça parle des rumeurs qui entourent le deuxième film Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Ça parle d'un potentiel crossover entre Marvel et DC au cinéma. J'ai déjà hâte de pas avoir hâte. Ça fait le point sur le box-office absolument désastreux de Shazam 2 qui nous en dit beaucoup sur l'avenir de DC au cinéma. Entre autres, en tout cas ça c'est pour les grands titres, ça parle aussi de Peacemaker, etc. Ce qui est vraiment cool avec cette émission, c'est qu'on a une ribambelle de passionnés qui viennent parler de leur passion. À la moitié de l'émission, ils sont 40. C'est précis, c'est pointu, moi j'arrive pas à tout suivre, mais je trouve que ça rayonne et que ça dit des choses. Alors si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'actualité d'ici, c'est sur YouTube que ça se passe, sur la chaîne Le Comptoir d'ici et d'ailleurs. Dingo Production, Haas und Ikert, Partnerschaft, Filmemacher, bref, Dingo Pictures était une société d'animation allemande basée à Friedrichsdorf. Elle fut fondée en 1992 par le musicien Ludwig Ikert et l'auteur Roswitha Haas. Oh, et puis merde, c'est pas faute d'avoir fait allemand au collège pourtant. Pourquoi je dis était? Tout simplement parce que celle-ci n'existe plus aujourd'hui pour cause... Cette vidéo, mais surtout cette chaîne, m'a été recommandée par Ninoa dans le chat, et bien qu'il y ait des vidéos un petit peu plus récentes qui parlent de courts-métrages et notamment de la sortie du film Mario sur la chaîne, j'ai choisi de vous partager aujourd'hui une vidéo d'il y a 3 semaines qui s'intéresse au cas Dingo Pictures. Alors Dingo Pictures, société d'animation allemande, connue pour ses films d'animation dégueulasse, j'ai pas d'autres mots, des films à l'animation médiocre, au doublage amateur, au scénario très souvent incohérent et au plagiat confondu avec un canevas narratif. Et le puits animé, puisque c'est le nom de la chaîne, revient sur l'histoire du studio jusqu'à sa fin et s'intéresse aux deux premières œuvres tentées par le studio, qui ont été les films Toys d'un côté et Dinosaures de l'autre. C'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça. Une amorce, puisqu'il y aura vraisemblablement d'autres vidéos sur le sujet. Le Puits Animé, c'est une chaîne qui parle de cinéma d'animation de la part d'un ancien étudiant dans le cinéma d'animation. C'est rempli d'anecdotes, d'histoires et aussi de bons souvenirs. C'est bien foutu et le rythme de sortie de vidéos, moi, ça me semble assez prodigieux. Alors, je vous invite à découvrir tout ça. Le monde étrange et malaisant de Dingo Pictures, épisode 1, c'est sur la chaîne YouTube Le Puits Animé.
plus. C'est pas forcément les séquences de combat qui sont rallongées. Il y a 2-3 dialogues en plus. Oui. Mais ouais, il y a pas mal de trucs pour approfondir la relation entre les personnages en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, même dans la version cinéma, t'as une scène olé olé entre Ben Affleck et Jennifer Garner, mais dans la Director's Cut, tu ne l'as pas, cette scène. C'est vraiment, en fait, t'as la scène où ils s'embrassent, les deux. T'as Ben Affleck qui entend des criminels, il veut partir. Jennifer Garner lui dit non, reste. Et il reste dans la version cinéma, dans mes souvenirs. Oui, ils restent ensemble, ouais. Ils restent ensemble. Dans la version Director's Cut, il part. C'est ça le truc. Ah, le salaud. C'est que vraiment, elle fait non, reste. Il dit non, je peux pas. Une fois n'est pas coutume, je termine la reco de la semaine par un podcast que vous pourrez retrouver comme Soft Power sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast. Il s'agit du podcast Plaisir coupable qui, comme son nom l'indique, parle de plaisir coupable au cinéma. Ces films pas toujours incroyables, voire un petit peu éclatés au sol, mais qui provoquent en nous c'est quelque chose qui les lie à nos vies. Ninja Kid, c'est exactement à toi que je suis en train de penser. Et l'émission de cette semaine revient sur le Daredevil de 2003, réalisé par Max Steven Johnson avec Ben Affleck et Jennifer Garner qui était au Prime. Un film absolument affreux, qui a pourtant bien aimé François Delski, l'intervenant, en discussion avec le Clap qui réalise ce podcast. La discussion revient sur tous les aspects du film et essaie de comprendre un petit peu l'intérêt qu'on peut y trouver. L'émission, elle est feel good, c'est léger et elle nous montre qu'on peut trouver de la cinéphilie partout. Plaisir coupable, les gens, c'est sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, c'est la fin de cette 10e émission de Soft Power. Une émission encore une fois un peu longue. On va essayer de mettre la pédale de frein sur les longs tunnels que je peux avoir pour les prochaines. On fait en sorte de s'améliorer petit à petit à chaque fois. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la 11e. Normalement, vendredi prochain de 10h à midi, hors française sur Twitch comme d'habitude. Je dis normalement parce qu'il pourrait y avoir des petits changements temporaires, parce qu'il est possible que je devienne papa pendant l'émission, ce qui peut un petit peu chambouler le tout, mais j'essayerai d'être là dans la mesure du possible. Comme toujours, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui et toutes les précédentes en format podcast un petit peu partout, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast. Apple Podcast, les gens, s'il vous plaît, où l'émission manque encore cruellement d'évaluation et de commentaires, pensez-y pour soutenir l'émission que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Et vous connaissez le processus. Si l'émission vous a plu, comme d'habitude, le petit follow, la petite présence le vendredi, les pouces bleus, les évaluations positives, les retraits de la réforme des retraites, tout ce qui nous met bien et qui invite toujours plus de gens à découvrir l'émission. Et pour celles et ceux qui ont les moyens financiers, envisagez de soutenir l'émission financièrement sur la page Patreon dans la description, que vous soyez sur YouTube, sur Twitch ou sur les plateformes de podcast, pour me permettre de continuer à proposer Soft Power chaque semaine le plus longtemps possible et arriver petit à petit sur la forme finale que j'aimerais donner à l'émission. Allez, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, vendredi 10h pour la 11e. Ciao!